La chaleur du désert cognait comme un marteau contre mon crâne. 3 semaines dans ce coin maudit du bout du monde, à enseigner aux fermiers comment démonter des engins explosifs improvisés et installer des points d'embuscade. Le travail était sale, dangereux et payé mieux que n'importe quoi aux États-Unis. J'avais fait la paix avec ça il y a 5 ans. Mon nom est Drew Hill. Et j'avais passé la plus grande partie d'une décennie à faire le genre de boulot qui n'apparaît pas dans les brochures de recrutement. Ancien marine, réformé avec déshonneur pour des raisons qui me faisaient encore serrer la mâchoire. Après ça, j'avais dérivé vers le secteur privé, le vrai secteur privé, où les gouvernements engageaient des contracteurs pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas sanctionner officiellement. J'entraînais des groupes de miliciens, sécurisais des routes d'approvisionnement à travers des territoires hostiles et extrayais occasionnellement des gens qui s'étaient mis dans des situations que leurs assurances ne couvraient pas. J'étais bon là-dedans, plus que bon. J'avais appris à lire les gens comme la plupart lisent les panneaux de signalisation, à anticiper la violence avant qu'elle n'éclate, et à survivre dans des endroits où la survie tenait plus de la chance que de la compétence pour la plupart. L'argent était excellent, le travail constant, et je m'étais convaincu que je n'avais besoin de rien d'autre. Le téléphone satellite, qui crépitait en s'allumant, changea tout. Le commandant Briggs, un mercenaire sud-africain qui coordonnait nos contrats, me tendit l'appareil encombrant avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, de la pitié. « Malade, appel personnel. Prends-le. » Je m'éloignais du groupe d'apprentis, mes bottes soulevant de la poussière rouge. La voix à l'autre bout était sèche, professionnelle. « Drew Hill, ici le détective Marcus William, police de Chicago. J'appelle au sujet de votre frère, Grant. » Mon estomac se noua. Grant, 23 ans, étudiant en architecture à Northwestern, le seul membre de notre famille qui avait vraiment réussi Pendant que j'étais viré du corps et que je vendais mes compétences aux plus offrants, Grant concevait des bâtiments, sortait avec une gentille fille, planifiait un avenir. Que s'est-il passé? Il y a eu un incident devant une boîte de nuit, il y a 3 nuits. Votre frère a été touché par balle. Il est vivant, mais... Le détective marqua une pause. Il est paralysé du cou jusqu'aux pieds. La balle a sectionné sa moelle épinière au niveau de C4. Les médecins disent que c'est permanent. Le monde bascula. Je me retrouvais assis dans la poussière. Le téléphone pressait si fort contre mon oreille que ça faisait mal. Qui lui a tiré dessus? Une autre pause. Plus longue cette fois. Monsieur Hill, officiellement, cette affaire est close. Le tireur a invoqué la légitime défense. Plusieurs témoins ont corroboré son histoire. Merde. Ma voix sortit plate, mortellement calme. Grant ne ferait de mal à personne. Qui est-ce? Je ne peux pas. Détective. Je me levai, ma main libre se serrant en poing. Vous ne m'avez pas appelé pour me dire que l'affaire est close? Vous m'avez appelé pour une raison... Alors dites-le moi. Un long soupir à l'autre bout, hors procédure. Le tireur est Chris Kent. Son père est Alan Kent, Kent Industries, qui vaut environ 4 milliards d'euros. Le gamin était ivre, s'est disputé avec votre frère à cause d'une fille. A sorti un pistolet et a tiré. On avait des témoins qui avaient vu toute la scène jusqu'à ce que l'avocat de Ken Senior débarque. Soudain, tout le monde a changé sa version. Légitime défense. Votre frère aurait frappé le premier, aurait tendu la main vers quelque chose dans sa veste. Tout du mensonge. Où est-il maintenant? Chris Kent. Aux dernières nouvelles, à Monaco, à vivre la grande vie sur le yacht de son père. Le gamin n'a pas un souci au monde. La voix du détective William se durcit. Écoutez, j'ai 23 ans dans la police. J'ai vu beaucoup de gens s'en tirer avec beaucoup de choses. Mais celle-là, elle m'empêche de dormir. Votre frère était un bon gamin? Il ne méritait pas ça? Non, il ne le méritait pas. Je n'aurais probablement pas dû vous appeler, mais je me suis dit que vous aviez le droit de savoir ce qui s'était vraiment passé. Je suis désolé pour votre frère. Monsieur Hill, la ligne se coupa. Je restais assis dans la poussière un long moment, à regarder mes apprentis s'exercer à nettoyer des pièces dans un bâtiment à moitié effondré que nous utilisions pour les exercices. Ils bougeaient maladroitement, excités comme des enfants jouant aux soldats. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la vraie violence, de ce qu'elle vous prenait. Grant ne marcherait plus jamais, ne concevrait plus jamais un bâtiment, ne tiendrait plus sa petite amie, n'aurait plus la vie pour laquelle il avait tant travaillé, et la personne responsable fêtait ça sur un yacht à Monaco. Briggs s'approcha prudemment. « Mauvaise nouvelle, urgence familiale, je dois partir ce soir. » Il hocha lentement la tête. « Il te reste 2 semaines sur ce contrat, garde l'argent. » J'en ai fini. Quelque chose dans ma voix dut transmettre la finalité, car Briggs n'insista pas. « Je vais arranger le transport jusqu'à l'aérodrome. »
Il y a un avion cargo qui part pour Madrid demain matin. Tu pourras prendre un vol commercial de là. Je passais les heures suivantes à arranger mécaniquement mon équipement, l'esprit ailleurs. J'appelais l'hôpital à Chicago et parlais à une infirmière qui expliqua l'état de Grant en termes cliniques qui me donnèrent envie de fracasser un mur dépendant d'un ventilateur, probablement permanent, mouvement limité dans une épaule. La vie que Grant avait connue était terminée. Puis j'appelais ma tante Sonia Dorsey, la seule famille qui nous restait après que nos parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans et Grant 12. Elle avait élevé Grant pendant que j'étais déployé. Puis plus tard, quand j'avais disparu dans le travail de contracteur, Drew, sa voix était épaisse de larmes. Dieu merci, tu es au courant? Je suis au courant. Comment va-t-il? Physiquement stable. Mentalement, elle s'effondra. Il ne parle à personne. Il fixe juste le plafond. Les médecins disent que la dépression est courante avec les blessures à la moelle épinière. Mais Drew, c'est comme s'il avait déjà abandonné. Il m'a demandé hier si on pouvait juste le laisser partir. Je fermais les yeux. Grant avait toujours été l'optimiste. Le rêveur, entendre qu'il avait demandé à mourir me fit l'effet d'une balle. Je rentre à la maison. Tante Sonia. Mais d'abord, j'ai quelque chose à régler. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne qui a fait ça à Grant, il ne va pas s'en tirer comme ça. Drew, quoi que tu penses. Je t'aime. Tante Sonia. Dis à Grant que je l'aime et dis-lui de tenir encore un peu. Ce n'est pas fini. Je raccrochais avant qu'elle puisse argumenter. Puis je réservais un vol aller simple de Madrid à Nice, en France. De là, Monaco était à une courte distance en voiture. Je n'avais pas de billet retour parce que je n'avais aucune idée de ce vers quoi je reviendrais. Ni si je reviendrais du tout. Le vol en avion cargo jusqu'à Madrid dura 18 heures de bruit assourdissant de moteurs et de turbulences. Je ne dormis pas. Au lieu de ça, je pensais à Grant, aux gamins qui me suivaient partout dans notre appartement, posant des questions surtout. Pourquoi le ciel est bleu? Drew, comment les oiseaux savent-ils où voler? Tu m'apprendras à me battre comme toi? Je lui avais appris quelques mouvements de base d'autodéfense avant d'être déployé, mais Grant n'avait jamais été un combattant. Il résolvait les problèmes avec son esprit. Avec de la créativité et des conversations, il voyait le bien chez les gens, croyait aux secondes chances et à la rédemption. Le monde avait récompensé cet optimisme en lui mettant une balle dans la colonne vertébrale. J'avais 11 ans quand papa avait frappé maman pour la première fois. Je m'étais interposé et j'avais pris un revers qui m'avait fendu la lèvre. Après ça, j'avais appris à riposter. À 16 ans, j'étais plus grand que papa. Et la violence s'était arrêtée. 2 ans plus tard, ils étaient tous les deux morts, enroulés autour d'un poteau téléphonique avec des taux d'alcoolémie qui expliquaient tout. J'avais rejoint les Marines pour m'échapper, pour trouver un but. Pendant un temps, ça avait marché. Puis, j'avais commis l'erreur d'empêcher 3 camarades Marines d'agresser une femme locale à Kandahar. J'en avais mis 2 à l'hôpital. Le 3e avait porté plainte. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu le méchant. Réforme déshonorante. Pas d'allocation, pas d'avenir. Le secteur privé se fichait de mon dossier. Il se fichait que je puisse tirer droit, penser tactiquement, et ne posait pas trop de questions. Pendant 5 ans, je m'étais dit que c'était suffisant. Mais assis dans cette soute, à regarder le soleil se lever par un hublot, je réalisais que j'avais fui la famille, les responsabilités, tout ce qui pouvait me blesser. Eh bien, j'en avais fini de fuir. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. J'avais volé directement de Nice à Chicago. Un voyage de 20 heures qui m'avait laissé épuisé mais survolté. Ma tante Sonia était assise au chevet de Grant, tenant sa main même s'il ne pouvait pas la sentir. Grant paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Le tube respiratoire dans sa gorge sifflait rythmiquement. Ses yeux étaient ouverts, fixant les dalles du plafond, mais il n'y avait rien derrière, pas de lumière, pas d'espoir. Grant, je tirai une chaise. C'est Drew? Ses yeux se tournèrent vers moi, une lueur de reconnaissance. Il ne pouvait pas parler avec le ventilateur, mais une infirmière avait installé un ordinateur avec un logiciel de suivi oculaire. Des lettres apparurent sur l'écran au fur et à mesure que les yeux de Grant bougeaient. Lentement, un message se forma. « Aurais dû t'écouter? Aurais dû apprendre à me battre? Ce n'est pas ta faute, dis-je fermement. Tu m'entends? C'est sur ce salaud qui a appuyé sur la détente. Et je vais le lui faire payer. Ne fais pas ça. Pas la peine? Tu vaux la peine? Grant, tu vaux tout? Tante Sonia serra mon épaule. Drew, on peut parler dehors? Dans le couloir. Elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. Sonia avait la 50aine. Elle était institutrice et n'avait jamais demandé à devenir mère de 2 garçons abîmés.
mais elle l'avait fait avec grâce et force. Quoi que tu prévois, ne le fais pas. Je ne peux pas vous perdre tous les deux. Tu ne me perdras pas, mais je ne peux pas laisser ça passer. Et Sonia? La vie de Grant est détruite parce qu'un gamin de riche s'est saoulé et a décidé qu'une vie humaine ne valait rien et qu'il pouvait acheter sa sortie de prison. Quel message ça envoie? Que si tu es assez riche, tu peux tout faire? Et alors? Tu vas le tuer? Jeter ta vie pour de la vengeance? Je vais m'assurer que la justice se fasse. D'une manière ou d'une autre. Elle étudia mon visage un long moment. Tu ressembles exactement à ton père quand tu as cette expression. Cette colère têtue et vertueuse, ça m'effrayait à l'époque et ça m'effraie maintenant. Je ne suis pas mon père? Non, tu ne l'es pas. Tu es meilleur que lui ne l'a jamais été. Mais Drew, ce chemin dont tu parles, on n'en revient pas. On ne revient pas non plus de ce qui est arrivé à Grant. Je passais 3 jours à Chicago à recueillir des informations. Le détective Marcus William me rencontra dans un café du sud de la ville, regardant par-dessus son épaule comme si on faisait un deal de drogue. « Je ne devrais pas vous parler ?» dit-il en glissant une enveloppe Kraft sur la table, « mais voir votre frère dans cette chambre d'hôpital. Bon sang, le gamin a 23 ans. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait des rapports de police, des déclarations de témoins, des photos. La boîte de nuit s'appelait Meridian, un endroit chic à River North où les bouteilles de vodka coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Grant y était avec sa petite amie Heather Wyatt pour fêter son anniversaire. Selon les déclarations originales des témoins, avant qu'elles ne soient rétractées, Chris Kent avait approché Heather au bar, la draguant agressivement malgré qu'elle dise plusieurs fois qu'elle avait un copain. Grant était intervenu poliment, demandant à Kent de les laisser tranquilles. Kent avait tenté de frapper Grant et raté. Grant s'était éloigné, mais Kent les avait suivis dehors, criant quelque chose comme « Personne ne me manque de respect ». Puis, il avait sorti un pistolet de sa veste et tiré 2 fois. Une balle avait touché Grant à la poitrine, la seconde au cou. Les photos montraient de Grant au sol, du sang se répandant autour de lui, ses yeux écarquillés de choc. Heather Hurlant, les mains couvertes de son sang. Et Chris Kent, debout là, avec le pistolet encore en main, une expression confuse sur le visage comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Qu'est devenue l'arme? Saisie comme preuve. Puis, mystérieusement disparu du dépôt des pièces à conviction avec les enregistrements de sécurité des caméras extérieures du club. Combien Ken Senior a-t-il payé pour faire disparaître tout ça? Le détective William haussa les épaules. La rumeur dit 85 millions d'euros répartis entre les témoins, l'employé des preuves, peut-être même quelqu'un plus haut dans la hiérarchie. Je ne peux rien prouver. C'est pourquoi je nierai que cette conversation ait eu lieu. Parlez-moi de Chris Kent, 26 ans, enfant unique, élevé avec tous les avantages que l'argent peut acheter et n'a rien appris, sauf qu'il est intouchable. Ce n'est pas son premier incident. À 19 ans, il a mis un étudiant dans le coma devant un bar à Miami. Papa a fait disparaître ça aussi. À 22 ans, arrêté pour possession avec intention de distribuer. Charge abandonnée. L'année dernière, des allégations d'agression sexuelle d'une femme lors d'un gala de charité. Elle s'est rétractée le lendemain après avoir reçu ce qui était sûrement un généreux règlement. Ma mâchoire se serra. Donc, il a monté en crescendo pendant des années, et chaque fois qu'il s'en tire, il devient plus audacieux. Le gamin est un psychopathe avec des ressources illimitées et sans conscience. Ce qui le rend dangereux, pas aussi dangereux que moi. Le détective William me lança un regard dur. « Monsieur Hill, je comprends ce que vous ressentez, mais si vous faites une bêtise, vous finirez en prison ou mort. Et votre frère sera toujours paralysé. C'est ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est la justice. Puisque le système ne peut pas la fournir, je m'en occuperai moi-même. Je ne peux pas cautionner ça. Vous n'avez pas à le faire, mais vous n'aviez pas à me donner ce dossier non plus. Hein? Il se leva, laissant le dossier sur la table. Je ne vous ai jamais vu. Nous n'avons jamais parlé. Et si vous vous faites prendre, je témoignerai contre vous au tribunal. C'est clair, clair comme de l'eau de roche. Alors qu'il s'éloignait, j'ouvris à nouveau le dossier, étudiant la photo de Chris Kent. Il avait le genre de visage qui reçoit tout sur un plateau, beau d'une manière générique. Coupe de cheveux chers, sourire confiant, l'expression de quelqu'un qui n'a jamais affronté de vraies conséquences. Ça allait changer. Je rencontrai Heather Wyatt dans un parc près du campus de Northwestern. C'était une petite femme aux longs cheveux noirs et aux yeux hantés. Quand elle me vit, elle se mit à pleurer. « Je suis tellement désolée !» sanglota-t-elle. J'ai dit la vérité à la police au début, j'ai juré que je témoignerais, mais ensuite les avocats de Ken sont venus à mon appartement et ils ont dit que si je témoignais, ils me détruiraient, déterreraient tout sur mon passé, traîneraient ma famille dans la boue
Ils m'ont offert de l'argent aussi, 46 000 € pour changer ma déclaration. Tu l'as pris? Elle secoua violemment la tête. Non, mais j'ai changé ma déclaration quand même parce que j'avais peur. Et maintenant, Grant est... Elle ne put finir. Je posai une main sur son épaule. Eh, regarde-moi, ce n'est pas ta faute. Ils t'ont manipulé, menacé. C'est ce qu'ils font. J'aurais dû être plus courageuse. Grant l'a été. Il a tenu tête à ce monstre et voilà ce qui est arrivé. Et moi, je l'ai abandonné. Tu peux encore aider? Dis-moi tout ce dont tu te souviens de cette nuit. Chaque détail, elle le fit. Comment Kent avait l'air défoncé à quelque chose, ses yeux dilatés, ses mains tremblantes. Comment il était devenu agressif quand Grant était intervenu, criant qu'il était le fils d'Alan Kent, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Comment il avait sorti le pistolet si nonchalamment, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Après avoir tiré sur Grant, il est juste resté là, dit Heather, à le fixer, et puis il a souri. Il a vraiment souri, comme si c'était une blague. C'est là que j'ai su que Grant avait raison. Chris Kent n'est pas humain, c'est autre chose. Quand je quittais Chicago, j'avais une image complète. Chris Kent était tout ce que je méprisais, privilégié, violent, cruel, protégé par la richesse et les privilèges. Il avait blessé des gens toute sa vie, sans conséquence. Il avait tiré sur mon frère, détruit son avenir, et s'était envolé pour Monaco pour faire la fête. Le vol pour Nice me donna 18 heures pour planifier. Je n'y allais pas à l'aveugle. J'avais passé des années à opérer en territoire hostile, apprenant à me fondre, à recueillir des renseignements, à identifier les faiblesses. Monaco n'était qu'une autre opération, et Chris Kent juste une autre cible, mais celle-là était personnelle. Monaco brillait au soleil méditerranéen comme un joyau, tous ces yachts blancs et ces voitures chères et ces gens qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. Je louais un appartement modeste à Beausoleil, juste de l'autre côté de la frontière en France, où les choses étaient moins chères et les questions moins nombreuses. La première semaine, je ne fis aucun mouvement. J'observais, appris la topographie, identifiais les habitudes. Monaco était petit, moins de 2 km², ce qui signifiait que tout le monde se connaissait. Les riches flottaient dans une bulle isolée de luxe, tandis que les gens comme moi, les travailleurs et les observateurs, restaient invisibles. Je trouvais Chris Kent facilement. Le yacht de son père, une monstruosité de 61 mètres, appelée Manifest Destiny, était amarré au port Hercule. Kent passait ses journées à paresser sur le pont avec un casting rotatif de mannequins et de parasites, sniffant de la cocaïne sur des tables en verre, buvant du champagne, vivant la vie que mon frère n'aurait plus jamais. En l'observant aux jumelles depuis un café de l'autre côté du port, je sentis ma rage se cristalliser en quelque chose de froid et concentré. Ce n'était plus de la colère, c'était de la précision. J'avais besoin de m'approcher de Kent, de comprendre ses routines, de trouver ses vulnérabilités. Ça signifiait infiltrer son monde. Devenir quelqu'un qu'il voudrait autour de lui. La réponse vint d'une source inattendue. Dans un bar à Monte-Carlo, j'entendis 2 touristes américains se plaindre d'avoir perdu de l'argent au casino de Monte-Carlo. L'un d'eux mentionna que les gosses de riches, comme Chris Kent, adoraient les parties de poker privées, en jeux élevés. Sur invitation seulement, j'avais appris à jouer aux Marines, affiné mes compétences pendant de longs déploiements. Plus important, j'avais appris à lire les gens quand ils bluffaient, quand ils avaient peur, quand ils pensaient avoir l'avantage. C'était une question de psychologie, de reconnaissance de pattern, de contrôle du récit. Je passais les jours suivants à monter une légende, une fausse identité comme Drew Marshall. Un entrepreneur tech de la Silicon Valley qui avait vendu sa compagnie et brûlait du cash en Europe. Je louais une voiture chère, achetais des vêtements de designer et commençais à apparaître aux bons endroits. Jouant au poker dans les salles privées du casino de Monte-Carlo, je jouais prudemment au début, me couchant souvent, construisant une réputation de joueur prudent avec des poches profondes, puis progressivement, je commençais à gagner, pas trop. Je ne voulais pas effrayer quiconque, mais assez pour me faire remarquer. Il fallut 2 semaines avant que je reçoive l'invitation que j'attendais. Une femme nommée Cecilia Peterson, l'une des mannequins du yacht de Kent, m'approcha au casino. Elle était belle comme les femmes de Monaco sont belles, chères. Entretenue, vide et... « Vous êtes Drew Marshall ?»« Hein ?» Le type de la tech. « C'est moi. Des amis à moi organisent une partie privée demain soir. Très exclusive, enjeu très élevé. Intéressé ? De quels enjeux parle-t-on ? Mise de départ 50 000 €. No limit. Texas Hold'em, je fis semblant de réfléchir. Qui joue ? Elle énuméra des noms que je ne reconnaissais pas. Puis ajouta « Et Chris Kent ? Vous le connaissez ? Kent Industries. » Hein ?
J'ai entendu parler de son père. Chris adore le poker. Attention. Par contre, ce n'est pas un bon perdant. Je souris. Moi non plus. La partie se tenait dans une suite penthuse surplombant le port, le genre d'endroit où les meubles coûtent plus que la voiture de la plupart des gens. 6 joueurs, moi, Chris Kent, 2 gosses de fonds fiduciaires européens nommés Enrique Padilla et Felipe McNeat, un fils d'oligarque russe appelé Zachary Bradshaw et un homme plus âgé présenté comme Harvey McDonald, un capital risqueur de Londres. Kent était exactement comme je l'attendais, arrogant, bruyant, sniffant de la cocaïne entre les mains et l'arrosant de whisky. Il jouait agressivement, intimidant les petites piles, parlant constamment. « Vous êtes le type de la Silicon Valley ?»« Hein ?» dit-il en m'étudiant de l'autre côté de la table. « Qu'est-ce que vous avez vendu ? Une appli ? Une plateforme logistique pilotée par IA ? Des trucs barbants, mais qui rapportent de l'argent ? Tout rapporte si on est assez malin. » Il grimaça, ou si papa signe un chèque assez gros. Les autres joueurs rirent poliment. Je maintins ma couverture, souriant poliment, jouant mes mains prudemment. Je perdis les premiers tours intentionnellement, puis commençai à gagner, de petits pots d'abord, puis des plus gros. À minuit, j'étais en hausse de 9000 €. Kent était en baisse d'à peu près autant, et son humeur avait viré du jovial au sombre. « Vous avez une sacrée veine ce soir, Marshall, » dit-il, les yeux plissés, juste de la chance. Je suppose, la chance. Il sniffa plus de cocaïne. Je ne crois pas à la chance. Je crois qu'on crée ses propres opportunités. À la main suivante, j'eus une paire d'as. Kent relança agressivement préflop. Je suivis. Le flop sortit as roi 7 arc-en-ciel. J'avais le top 7. Kent mit sa gros. Je relançai. Il surrelança. Le pot était maintenant proche de 200 000 €. Je voyais le calcul dans ses yeux. Il avait quelque chose de bon, probablement une paire de rois, peut-être as roi. Il pensait être devant. J'allais all-in. La pièce se tut. Kent me fixa, essayant de me lire. « Vous bluffez » dit-il enfin. « Il y a un moyen de le savoir. » Il suivit, montra ses cartes. Paire de rois, il avait aussi un 7 au flop. Mais le mien était plus haut. Quand la river sortit et que je ramassai le pot, le visage de Kent vira aux violettes. « Merde !» Il jeta ses cartes. « C'est de la merde. »« Du calme, Chris ?» dit Harvey McDonald. « C'est juste un jeu. Je suis à moins 300 000 €. Alors, peut-être que vous devriez arrêter de jouer, dis-je calmement. Les yeux de Kent se verrouillèrent sur les miens. Un instant, je pensais qu'il pourrait sortir un pistolet, comme à Chicago, mais on était dans une pièce pleine de témoins, et même Chris Kent avait un peu de sens de l'autopréservation. « Vous voulez recommencer ?» me défia-t-il. « Double or nothing. Heads up. » C'était ça, l'ouverture vers laquelle j'avais travaillé. « Bien sûr, » dis-je. « Mais rendons ça intéressant. 1 million ? Le gagnant prend tout. » La pièce explosa. Même les autres joueurs pensaient que j'étais fou. Mais les yeux de Kent brillèrent. Il adorait le défi, la chance d'humilier quelqu'un, de prouver sa dominance. Marché conclu. « Mais je n'ai pas autant de cash ici. Moi non plus ?» mentis-je. « On joue à crédit. Système d'honneur. » Il rit. « Système d'honneur. Je t'aime bien, Marshall. T'as des couilles ?» Ce qui suivit fut le poker le plus intense que j'ai jamais joué. On s'échangea la tête pendant 3 heures, le lead changeant plusieurs fois. Kent était bon, meilleur que prévu, mais aussi impulsif, émotif, compromis chimiquement. Enfin, à 4 heures du matin, je lus « Roi dame suited ». Le board sortit dame d6, puis un 3, puis une autre dame. J'avais un brelan de dame. Kent avait misé agressivement, et quand je poussai all-in, il ne put pas folder. Il montra une paire de 10, full house. 10 sur dame, je montrai mes cartes. Full house, dame sur 10. La pièce explosa. Kent se leva si vite que sa chaise bascula. « Non, pas question. Tu as triché ?»« Oh !» Je me levai lentement, le regardant dans les yeux. « On a utilisé tes cartes. Ton dealer. Tout le monde ici a regardé chaque main. Je m'en fous. Personne ne me bat comme ça. » Harvey McDonald s'interposa. « Chris, tu as perdu. Accepte-le. Va te faire foutre. » Kent attrapa une bouteille et la fracassa contre la table. « Sortez tous. Foutez le camp. » La sécurité apparut, des hommes discrets en costume, et commença à nous escorter vers la porte. Alors que je partais, Kent m'attrapa le bras. « Tu te crois malin ? Tu crois pouvoir m'humilier et t'en aller comme ça ?» Je regardai sa main sur mon bras, puis son visage. « Tu me dois 1 million ? Quand puis-je m'attendre au paiement ?» Il me poussa. « Tu auras ton argent ? Mais ce n'est pas fini, Marshall. » Personne ne se moque de Chris Kent.
Alors peut-être que tu devrais arrêter de rendre ça si facile. Je sortis avant qu'il puisse répondre. Le cœur battant, j'avais attiré son attention. Maintenant venait la partie difficile. Le lendemain matin, un coursier livra une enveloppe à mon appartement. À l'intérieur, un chèque de caisse de 1 million d'euros et une note manuscrite. Marshall, j'étais saoul et défoncé hier soir. Mes excuses, mais je n'aime pas laisser les choses inachevées. Il y a une fête sur mon yacht, demain soir. Viens, on parlera affaires. Peut-être que tu es quelqu'un que je devrais connaître. C'est Kay. Je l'avais fait, j'étais dedans. La fête sur le yacht était tout ce que j'attendais. Excès et vide. De beaux gens faisant de belles choses tout en étant profondément laids à l'intérieur. Je portais ma persona de la Silicon Valley comme une armure, schmousante avec les amis de Kent, riant à leurs blagues, feignant d'appartenir à ce monde. Kent me prit à part vers minuit, à l'écart de la foule. Alors, voilà le truc. Marshall, j'ai réfléchi à ta plateforme logistique. Je veux entrer dans ta prochaine venture. Je ne travaille sur rien en ce moment. Connery's, les types comme toi ne prennent pas leur retraite. Tu cherches le prochain gros coup? Il se pencha, son haleine puant l'alcool. J'ai du capital, plus que tu ne peux imaginer, et j'ai des connexions ensemble. On pourrait bâtir quelque chose d'énorme. C'était ça? Mon entrée dans son cercle intime, sa confiance. Qu'est-ce que tu as exactement en tête? Pendant l'heure suivante, Kent exposa une vision qui était en partie génie, en partie folie. Il voulait construire une bourse de crypto-monnaies offshore, complètement non réglementée, destinée aux individus à haute valeur nette qui voulaient éviter les impôts et la surveillance gouvernementale, essentiellement un paradis pour le blanchiment d'argent. L'évasion fiscale et les crimes financiers, c'est brillant, dis-je, même si mon estomac se retournait, mais aussi incroyablement illégal. Il grimaça, seulement si tu te fais prendre, et crois-moi, avec les ressources de mon père et ton expertise technique, on ne se fera pas prendre. J'ai besoin de voir ton infrastructure, rencontrer ton équipe. D'accord? La compagnie de mon père a des bureaux à Genève. On y vole demain? Je te montrerai tout. En quittant le yacht cette nuit-là, je sentis les pièces s'emboîter. Kent n'était pas juste un gosse de riche meurtrier. Il était activement impliqué dans des entreprises criminelles, utilisant la compagnie de son père comme couverture. Si je pouvais exposer ça, si je pouvais abattre non seulement Chris, mais tout l'empire Kent, mais d'abord, j'avais besoin de preuves, de vraies preuves actionnables. Le vol pour Genève fut en jet privé, juste Kent et moi et un pilote. Il passa la plupart du temps à sniffer de la cocaïne et à parler de sa vision pour la bourse crypto, comment ça nous rendrait tous les deux milliardaires. Mon père pense que je suis un idiot, dit-il à un moment, baissant sa garde. Pense que je gaspille juste son argent, que j'embarrasse le nom de la famille, mais je vais lui prouver qu'il a tort. Je vais bâtir quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a jamais fait. Et tes problèmes légaux aux États-Unis? Demandai-je prudemment. J'ai entendu parler d'un incident à Chicago. Son expression s'assombrit. Un loser a essayé de faire le dur avec moi à cause d'une fille. Je me suis défendu. Fin de l'histoire, la police ne l'a pas vu comme ça. Pourtant, la police voit ce que mon père leur dit de voir. C'est la beauté du vrai pouvoir. Marshall, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être intouchable. J'eus envie de le tuer sur place, à 9000 mètres d'altitude. Pas de témoin sauf le pilote. Je pouvais lui briser la nuque, le jeter par la sortie de secours, prétendre qu'il s'était défoncé et l'avait fait lui-même, mais ça ne serait pas de la justice. Ça serait du meurtre? Et ça n'aiderait pas Grant? N'exposerait pas la pourriture au cœur de l'Empire Kent? N'empêcherait pas Chris d'être remplacé par le prochain psychopathe avec un filet de sécurité d'1 milliard à Genève? Kent me montra le bureau, en fait une compagnie de façade appelée Alpine Financial Services, staffed par des employés d'apparence légitime, qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment dans les arrière-salles. Là, Kent me présenta ses vrais partenaires, Lonnie Lutz, un ancien gestionnaire de hedge fund avec un problème de jeu, Charlie Lacey, un expert en cybersécurité viré de 3 grandes firmes pour violations éthiques, et Brendan Zimmerman, un avocat spécialisé dans les comptes offshore et la protection d'actifs. Messieurs, voici Drew Marshall. Il va nous aider à bâtir l'infrastructure technique pour notre petit projet. Pendant la semaine suivante, je m'incrustais dans leur opération, posant des questions, prenant des notes, copiant des fichiers quand personne ne regardait. Ce que je découvris était pire que ce que j'imaginais. Kent ne planifiait pas seulement une bourse de crypto-monnaies, il en gérait déjà une version bêta utilisée par des marchands d'armes, des trafiquants d'humains et des cartels de drogue pour déplacer de l'argent. L'opération générait des millions en frais,
Tout ça complètement hors livre, et Alan Kent, le père de Chris, n'était pas seulement au courant, il la finançait. Je trouvais des emails entre père et fils discutant du projet, avec Alan fournissant des conseils stratégiques et utilisant les avocats de Kent Industries pour créer des sociétés écrans et des structures offshore. Le milliardaire philanthrope, l'homme qui donnait aux hôpitaux pour enfants et aux fonds éducatifs, aidait activement son fils à faciliter certains des pires crimes imaginables. Je copiais tout sur un disque encrypté et planifiais de le transmettre aux autorités, mais ça ne suffirait pas. Même avec des preuves, les Kent s'étaient déjà tirés d'affaire en achetant... J'avais besoin de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui les détruirait au-delà de la rédemption. La réponse vint d'une source inattendue. Une nuit, après que tout le monde fut parti, je trouvais Brendan Zimmerman buvant seul au bureau. Il était clairement troublé par quelque chose. « Ça va ?» demandai-je. Il leva les yeux, surpris. « Marshall. »« Ouais, ça va. Juste en train de penser à... » Il hésita. Puis, délié par le whisky, se mit à parler. « Je suis devenu avocat pour aider les gens. Tu sais, pour rendre le monde meilleur. Et maintenant, regarde-moi, à aider des monstres, à déplacer de l'argent sale. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Alors pourquoi le faire? Parce qu'ils paient mieux que les bons? Parce que j'ai des dettes et une famille et que je suis trop vieux pour recommencer. » Il se versa un autre verre. « Et parce que je suis un lâche, je m'assis en face de lui. Et si tu pouvais réparer ça? Rendre les choses justes. En disant la vérité, en étant courageux pour une fois. » Il rit amèrement. « Tu ne comprends pas de quoi ces gens sont capables? Chris Kent a tiré sur un homme à Chicago pour rien, l'a tiré paralysé à vie, et il s'en vante. Dit que ça prouve qu'il est intouchable. » Mon sang se glaça. « Il t'a parlé de Chicago? » Il le dit à quiconque l'écoute. Comme si c'était un badge d'honneur. Le gamin est un putain de psychopathe. Marshall. Et son père est pire, parce que au moins Chris est fou. Alan sait exactement ce qu'il fait. Il habilite un monstre parce que c'est profitable. Je pris une décision à cet instant. Zimmerman était faible, mais pas mauvais. Il pouvait être sauvé. « Je ne suis pas qui tu crois ?» dis-je doucement. Mon vrai nom est Drew Hill. L'homme sur qui Chris Kent a tiré à Chicago était mon frère. Et je suis ici pour m'assurer qu'il paie pour ça. Les yeux de Zimmerman s'écarquillèrent. Pendant un long moment, il ne parla pas, puis il dit « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Le plan se mit en place en 72 heures. Zimmerman fournit des informations internes, compte bancaire, liste de clients, communication entre les Kent et leurs clients criminels. Je compilai tout, construis un dossier qui détruirait à la fois Kent Industries et l'échange underground. Mais je voulais plus que des conséquences légales. Je voulais que Chris Kent ressente ce que Grant avait ressenti, l'impuissance, la peur, la certitude que sa vie était finie. L'opportunité vint lors d'une autre fête sur le yacht, celle-là plus grande que la précédente. Chris invita l'élite de Monaco, politiciens, célébrités, criminels se cachant derrière des façades légitimes. Il était dans son élément, jouant l'hôte généreux, complètement inconscient que son monde allait s'effondrer. J'avais tout préparé à l'avance. Zimmerman m'avait aidé à planter des preuves liant l'échange crypto directement à 3 crimes spécifiques. Un deal d'armes qui avait résulté en un massacre en Syrie, un réseau de traite humaine opérant en Europe de l'Est et une cargaison de drogue qui avait tué 40 personnes avec de l'héroïne contaminée au phénol. J'avais aussi typé Interpol, leur fournissant tout ce dont ils avaient eu besoin pour des raids simultanés sur le bureau de Genève, le quartier général de Kent Industries et la maison d'Alan Kent dans le Connecticut. Mais la pièce finale, la plus importante, était personnelle. Je trouvais Chris sur le pont supérieur du yacht. Saoul est défoncé comme d'habitude. Entouré de ses parasites, j'avais amené quelqu'un avec moi, le détective Marcus William, qui avait pris des vacances et volé jusqu'à Monaco hors procédure. « Kent » appelai-je. « On doit parler... » Il se tourna, plissant les yeux vers moi. « Marshall, c'est quoi cette tête sérieuse? Bois un coup. Détends-toi. Je ne pense pas... Vois-tu, je n'ai pas été honnête avec toi. Mon nom n'est pas Drew Marshall. C'est Drew Hill. » Le nom ne fit pas tilt au début. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Hill comme dans Grand Hill. L'homme sur qui tu as tiré à Chicago, l'homme que tu as paralysé, l'homme dont tu as détruit la vie parce que tu es un enfant gâté. Violent, qui n'a jamais affronté de conséquences pour rien. La fête s'était tue, tout le monde regardait, la main de Chris se dirigea vers sa veste. Il allait pour un pistolet, comme à Chicago, mais j'étais plus rapide. J'attrapais son poignet, le tordis dans son dos, et le forçai à genoux sur le pont. Voici ce qui va se passer, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Dans environ 30 secondes, Interpol va raider ce yacht. Ils vont t'arrêter. Toi,
ton père et tous ceux impliqués dans ta bourse crypto. Tu vas être accusé de blanchiment d'argent, complot et complice de meurtre. La compagnie de ton père va s'effondrer. Ta fortune va s'évaporer en frais légaux et indemnisation aux familles des victimes. Tu ne peux pas... Chris se débattit. Mon père va... Ton père est arrêté en ce moment même dans le Connecticut. Je m'en suis assuré. Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu pensais te rendre intouchable est parti. Des sirènes résonnèrent à travers le port. Le yacht était entouré de bateaux de police. Le détective William s'avança. Badge sorti, Chris Kent. Vous êtes en état d'arrestation pour la fusillade sur Grant Hill. Je suis aussi ici pour témoigner comment ton père a soudoyé des témoins et détruit des preuves. Alors que la police montait à bord, Chris se mit à hurler, menacé, souplaillé. C'était pathétique. Le masque de confiance s'était brisé, révélant la créature effrayée et faible en dessous, mais je n'en avais pas fini. Je me penchai près, ma voix assez basse pour que seul lui entende. Mon frère ne marchera plus jamais à cause de toi, alors voici ma promesse. Je vais m'assurer que tu passes le reste de ta vie dans un endroit où ton argent ne vaut rien, où ton nom ne vaut rien, où tu es juste un criminel payant pour ses crimes, et chaque jour que tu te réveilles dans une cellule, je veux que tu te souviens que tu t'es fait ça à toi-même. Tu n'es pas intouchable? Tu ne l'as jamais été? Alors qu'il l'emmenait, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, pas exactement de la satisfaction, pas du bonheur, mais un sentiment que pour une fois, les balances s'étaient équilibrées, que la justice avait été rendue. Les retombées furent spectaculaires. Alan Kent fut arrêté à son domaine avec 23 employés de Kent Industries impliqués dans le complot. Le cours de l'action de la compagnie s'effondra. Les victimes des crimes facilités par la bourse crypto intentèrent des procès qui immobiliseraient la fortune des Kent pour des décennies. Chris Kent fut extradé à Chicago où il affronta non seulement l'accusation de fusillade, mais aussi complot pour blanchiment d'argent et plusieurs autres crimes fédéraux. Sans l'argent de son père pour acheter sa sortie, les actifs d'Alan étaient gelés en attendant l'enquête. Chris se vit assigner un avocat commis d'office. Il fut condamné sur tous les chefs et écopa de 35 ans de prison fédérale. Brendan Zimmerman tourna témoin pour l'État et entra en protection des témoins. Les autres, Lutz, Lacey, eurent leur peine légèrement réduite pour coopération. Je volais de retour à Chicago, m'attendant à affronter mes propres accusations. Mais le détective William avait été minutieux. Mon rôle avait été celui d'un informateur infiltré, recueillant des preuves au risque de ma vie. Les autorités choisirent de me voir comme un héros plutôt qu'un justicier. La vérité était plus compliquée, et nous le savions tous les deux. Mais parfois, la justice requiert de plier les règles. Je m'assis au chevet de Grant, tenant sa main. Il avait suivi les nouvelles, regardant l'empire des Kent s'effondrer en temps réel. Son logiciel de suivi oculaire éplait un message. « Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es mon frère. Je voulais mourir. Pensais n'avoir plus rien. Tu m'as donné une raison de continuer. Et c'est quoi? Regarder ce salaud aller en prison? » Nous sourîmes tous les deux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Les médecins avaient commencé un programme de traitement expérimental pour Grant, une thérapie à base de cellules souches qui pourrait restaurer une partie des fonctions. C'était un long shot, et j'avais liquidé presque tout ce que j'avais pour le payer. Mais Grant méritait toutes les chances. Heather Wyatt visitait souvent, et bien que la relation ait changé, il y avait encore de l'amour là, différent d'avant, mais réel. Tante Sonia me serra dans ses bras longtemps quand je lui racontais tout. « Je ne suis toujours pas sûre que ce que tu as fait était bien, » dit-elle, « mais je suis contente que tu sois rentrée. Moi aussi, je ne retournais pas au travail de contracteur. Au lieu de ça, je commençais à enseigner des cours d'autodéfense dans un centre communautaire du sud de la ville, aidant les gens à se protéger, leur donnant des outils que mon frère n'avait jamais eu pour moi. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça semblait honnête. Parfois, je pensais à Chris Kent dans sa cellule, probablement encore convaincu que d'une manière ou d'une autre, il sortirait tôt, achèterait sa liberté, mais le système pénitentiaire fédéral ne fonctionne pas comme ça. Et même s'il sortait un jour, il serait un criminel condamné, un paria, dépouillé de tout ce qu'il avait fait se sentir supérieur. Le message de Grant sur l'écran me ramena au présent. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas. »« Admich, je verrai au fur et à mesure. Je suppose. Ça te ressemble ?»« Ouais. »« C'est vrai ?» Je restais avec Grant jusqu'à la fin des heures de visite, parlant d'architecture et de design, des bâtiments qu'il voulait encore créer, même s'il ne pouvait pas les dessiner lui-même. Il avait commencé à travailler avec un étudiant en master qui pouvait traduire ses mouvements oculaires en dessin CAD. Son premier design était pour un centre communautaire accessible,
un endroit où les personnes handicapées pouvaient se rassembler, se connecter, guérir. C'était beau. En quittant l'hôpital, le vent hivernal de Chicago traversant ma veste, je pensais à la justice et à la vengeance. À la ligne entre les deux, j'avais probablement franchi cette ligne plusieurs fois, mais j'avais aussi abattu des criminels qui auraient blessé d'innombrables autres. La bourse crypto seule était responsable d'une souffrance incommensurable. Est-ce que ça valait le coup? Le risque? Les mensonges? La violence que j'étais prêt à commettre? Je levais les yeux vers l'hôpital où mon frère était vivant, contre toute attente, luttant pour reclaim whatever life he could build. Ouais, ça valait le coup. Je marchais vers la station de L, anonyme dans la foule. Juste une autre personne rentrant après une longue journée. Personne ne savait ce que j'avais fait, qui j'avais été. Et c'était bien. Chris Kent avait passé sa vie à essayer d'être remarqué. It ain't important. Il avait eu son vœu. Il était notoire maintenant. Je voulais juste redevenir Drew Hill. Un frère, un enseignant, une personne essayant de faire mieux. Le train entra en station. Et je montais, me dirigeant vers ce qui viendrait ensuite. Derrière moi, le passé était réglé. Devant, l'avenir était incertain. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais d'accord avec ça. Les portes se fermèrent et le train avança dans la nuit. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai